Bonjour tout le monde. Je suis le docteur Touati, je suis hématologue au CHU de Limoges. Et avec moi, il y a le docteur Jacquet, qui est le directeur de l'hospitalisation à domicile HAD Santé Service Limousin. Et je remercie la Fédération nationale des HAD qui nous ont invités aujourd'hui pour qu'on vous présente notre expérience de chimiothérapie injectable à domicile dans le cadre d'un dispositif qu'on a mis en place en Limousin et qui couvre les 3 départements de l'ex-région Limousin. Pardon ? Vous entendez pas ? Ça va ? Ah oui, on peut le décrocher. Voilà. Est-ce que ça va comme ça? Oui, très bien. Donc, merci. Hein. Donc, je disais, docteur Touati, CHU de Limoges, docteur Jacquet, directeur HAD Santé Service Limousin. Nous remercions donc ce congrès, les organisateurs de ce congrès, puis la Fédération nationale des HAD, de nous inviter pour vous présenter notre expérience d'externalisation de chimiothérapie injectable à domicile dans le cadre d'hémopathie maligne sur la région Limousin, j'allais dire l'ex-région Limousin, puisque, comme vous le savez, avec la réforme territoriale, le Limousin fait partie de la grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes depuis le 1er janvier 2016. Donc, comme vous devez le voir là, donc sur cet écran, on va aborder sur 25 minutes, une petite demi-heure. Voilà, on a, je crois, 15 minutes de discussion. Voilà. Et donc, sur une demi-heure, on va essayer de vous présenter notre expérience. D'abord, en vous montrant pourquoi on a fait ça, et puis comment ça fonctionne, et puis un bilan. J'ai choisi le bilan 2015, et puis on va vous décrire un peu l'enquête de satisfaction qu'on a fait auprès de nos patients, et une enquête médico-économique pour essayer de montrer que ce processus permet de faire des économies. Il faut le prouver, ça aussi. Et pour cela, on a Monsieur Ludovic Lamarsal qui est avec nous et qui a effectué ces calculs au nom de la société EVA pour Health Evaluation qui est basée à Lyon. Je le remercie d'ailleurs d'être avec nous. Voilà. Donc, rapidement pour vous décrire, ce dispositif s'est mis en place grâce à une coordination qui a été mise en œuvre par un réseau de soins. Un réseau de soins qui s'appelle Hématolim, qui est, diapo suivante, un réseau de soins qui est basé sur le CHU de Limoges et qui a comme mission donc d'apporter des soins de proximité et de qualité pour les patients atteints d'hémopathie maligne dans la région Limousin. Donc le réseau Hématolim a, dans le jargon de la législation actuelle, il a double mission, une mission dite territoriale, qui est une mission des réseaux qui s'occupent des patients, et une mission régionale qui est la partie du réseau où il doit s'occuper des professionnels et non pas des patients. Suivante. Donc le réseau existe depuis 1994, mais il a été, on va dire, formalisé en 1999 lorsque j'ai pris un poste de praticien hospitalier hématologue et j'ai coordonné les consultations avancées sur la région Limousin, sur une dizaine de sites hospitaliers. Puis ce réseau s'est enrichi d'un 2e praticien, puis un 3e praticien hospitalier pour effectuer ces consultations avancées. Avec l'arrivée du plan cancer 1er et 2e, nous nous sommes constitués en association loi 1901 et nous avons été financés par l'ARS en 2008, date à laquelle on a pu recruter une coordinatrice, une attachée de recherche clinique et une secrétaire, ce qui nous a permis justement de monter plusieurs projets, dont le projet ESCADEM que je vais vous décrire. Je note sur sur cet historique que notre réseau appartient à un réseau plus important qui s'appelle le réseau régional de cancérologie, qui est reconnu par l'INCa
et dans le rôle justement et la coordination des professionnels. Ceci depuis 2011. Dont le docteur Touati est le président. Voilà, donc je m'en occupe. Donc toujours dans cette historique, si vous regardez bien, alors voilà, alors toc toc. Si vous regardez, voilà, je sais pas si voilà. Donc toujours dans l'historique, donc nous avons commencé à instaurer donc ce dispositif en 2009, et donc on a obtenu un prix de santé de la CPM Haute-Vienne en 2012. On a aussi contribué à l'élaboration d'un document dont on va parler tout à l'heure, qui s'appelle les conditions d'externalisation de chimiothérapie, qui a été publié par la Haute Autorité de Santé. Voilà, donc je passe pour cette diapositive juste pour montrer notre organigramme que j'ai déjà décrit. Suite, voilà, les différentes missions du réseau de santé. Donc c'est essentiellement les consultations avancées, les consultations de psychologie, de nutrition, la formation pour les professionnels, le travail avec les associations de patients, le travail avec les HAD qui nous a permis de mettre en place la chimiothérapie à domicile, et puis le club des secrétaires, l'écriture et la diffusion des référentiels, l'articulation avec l'unité de recherche clinique, l'articulation avec le réseau régional de cancérologie, etc., etc. Donc il y a beaucoup de missions, dont justement ESCADEM que je vais vous décrire. Donc, ESCADEM est en fait une association de plusieurs structures hospitalières. Alors il y a le CHU de Limoges et il y a 4 HAD. Une publique qui est au CHU de Limoges, c'est l'HAD du CHU de Limoges, et 3 privés à but non lucratif. Alors les HAD Santé Services Limousin à Limoges, l'HAD de Nau, c'est-à-dire 23, c'est-à-dire l'HAD de Creuse, et l'HAD Relais Santé ou en Corrèze, qui est l'HAD qui couvre la Corrèze, c'est-à-dire Brive. Voilà. Donc voilà, donc pourquoi on a monté ce projet? Parce que depuis les années 2004-2005, on a vu arriver plusieurs molécules intéressantes pour nos patients. Et ces molécules-là, elles sont ici, c'est-à-dire le Velcade, le Vidaza et à moindre degré le Compat. Ces molécules sont prescrites respectivement dans le myélome, dans les myélodysplasies et dans les leucémies lymphoïdes chroniques. Et c'est des molécules qui sont bien sûr performantes, mais qui ont un schéma d'administration qui fait que leurs cycles sont très fréquents. C'est des molécules aussi qui ont une durée de stabilité qui est bonne après préparation. Et ces molécules, quand elles ont été prescrites à nos patients à l'époque, donc il fallait faire revenir les patients plusieurs fois, ce qui générait une multiplication d'allées de retour, de l'attente, beaucoup d'attente dans l'hôpital de jour, et bien sûr évidemment un surcoût de transport, et enfin une surcharge pour le personnel hospitalier. Et donc devant ces problématiques, les patients commençaient à se plaindre, dire voilà, le médicament est bien, mais je fais beaucoup d'allers-retours, d'autant plus que notre région, donc notre ex-région, est la plus âgée de France. Et en plus, il y a une forte ruralité, c'est-à-dire que la densité d'habitants est l'avant-dernière en France. Je crois que c'est entre 30 et 40 habitants au kilomètre carré, hein, Michel? Et donc, on a décidé, suivante. Et donc, devant ces contraintes, on va dire, démographiques et géographiques un peu délicates et difficiles, on a commencé à réfléchir pour externaliser les molécules pour pouvoir les faire à la maison. Et donc là, on a regardé quel était le cadre légal qui permettait d'externaliser ces chimios tout en restant dans la sécurité, dans la sécurité des patients, et tout en respectant, on va dire, les process qui permettent de sécuriser la prise en charge du patient à domicile. Et donc on a regardé 2 processus différents. Donc on dit soit on passe par des coursiers à qui on donne notre chimio préparé et ils l'emmènent au domicile du patient pour l'administrer, ou il l'emmène aussi au pharmacien ou à l'infirmière libérale qui peut ensuite injecter le produit à domicile. Donc on a beaucoup exploré cette possibilité qui, j'avoue, était difficile parce que sur le plan, on va dire même ne serait-ce que sur le plan médico-légal, sur le plan de l'assurance, de ce type
d'organisation. Et on était. Tu veux dire quelque chose? Oui, justement, quand on en a parlé avec Mohamed, la problématique qui s'est posée, c'est la problématique de la responsabilité. En l'occurrence, comme tu viens de le dire, lorsqu'on externalise, c'est le prescripteur qui est responsable de tous les événements qui peuvent se produire. Or, quand on travaille en partenariat avec la SADE, on en avait parlé, lui dire voilà, on est en capacité de mettre en place un transport. La différence, c'est que lorsqu'il y a une prescription en hospitalisation à domicile, à partir du moment où le malade est pris en charge par l'hospitalisation, la responsabilité est totalement dégagée. Par contre, ça veut dire que l'engagement de l'HAD, c'est sur le respect des protocoles qui ont été négociés bien en amont et surtout, dont on parlera, toute la sécurité. C'est pour ça. Très bien. Donc on a exploré cette possibilité et on a exploré une autre possibilité en concertation avec à l'époque c'était pas l'ARS mais mais l'ARH et en concertation avec eux on a exploré la possibilité de travailler avec les HAD. Donc on a regardé la région Limousin, on avait plusieurs HAD, dont 4 qui étaient parfaitement capables de faire les chimiothérapies à domicile et c'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché des quatre HAD pour créer en fait une espèce de comité, un comité qui réunissait les HAD, donc les médecins, les coordinateurs, les directeurs d'HAD, qui réunissait aussi les pharmaciens des hôpitaux et puis les hôpitaux de jour des différentes structures hospitalières des 3 départements de la région Limousin et qui sont autorisés à traiter le cancer. Et donc on a constitué ce comité que je vais vous décrire après et ça a permis de créer une nouvelle carte sanitaire HAD que voici. Donc vous voyez le CHU, le CHU, les 2 hôpitaux principaux et puis les 4 HAD. Et c'est comme ça qu'on a créé ESCADEM. Juste une remarque, les établissements d'HAD, qui sont des établissements de santé, doivent être établissements associés. Alors c'est pour ça que c'est important, dans l'adhésion à ROLIM, le réseau d'onco-hématologie du Limousin, les établissements locaux, parce qu'il y a des petits établissements locaux, donc les HAD sont des établissements associés, et c'est à ce titre qu'ils ont le droit de faire de la chimiothérapie. Merci de cette précision. Donc, quand on a voulu donc travailler avec les HAD, on a regardé la législation et en fait, quand vous regardez le plan cancer 1, déjà dans sa mesure 29 et 41, il précisait bien qu'en cas d'externalisation de chimiothérapie, cela devait se faire par les HAD. Donc après sont venus le plan cancer 2, il y a eu la note de cadrage et puis le plan cancer 3. Tout ça ont beaucoup insisté sur la nécessité de renforcer l'axe ville-hôpital ou l'axe hôpital-ville, car comme vous savez, les hôpitaux sont un peu cloisonnés, ne travaillent pas beaucoup avec les HAD et les structures et tous les libéraux, je dirais les professionnels de ville. Et donc, beaucoup justement, les plans cancer et tout ce qui est arrivé après nous ont insisté dans ce sens. Et je pense que c'est pour ça que nous avons été soutenus par nos autorités de tutelle pour monter ce projet. Et si vous en montez, insistez sur cela. Donc, le point important, c'est que cette chimiothérapie à domicile a été donc mise en place et nous avons été intégrés par l'HAS dans le cadre de l'évaluation de l'externalisation de la chimiothérapie. Comme vous voyez, on a fait partie de l'équipe qui a élaboré avec l'HAS ce document important qui s'appelle « Conditions du développement de la chimiothérapie en hospitalisation à domicile, analyse économique et organisationnelle » qui, comme vous le savez, est en ligne depuis début 2015. Voilà, donc pourquoi nous avons appelé ce dispositif de chimiothérapie à domicile ESCADEM? Parce que on a décidé qu'il devait avoir externalisation et surtout sécurisation en majuscule, parce que c'est très important, de chimiothérapie injectable à domicile, et on a rajouté pour hémopathie maligne pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais je suis sûr que ce type de dispositif peut aussi s'adapter à des structures qui font de la cancérologie tumeur solide. L'objectif, bien sûr, de ce projet, c'était d'externaliser dans toute la région.
des molécules tout en restant dans la sécurité. Et puis on voulait absolument établir ou mettre en place une enquête de satisfaction des patients et puis une évaluation médico-économique dont on va vous parler un peu en fonction du temps qui va nous rester. Voilà, donc ça, cette diapositive importante qui insiste sur le fait que la chimiothérapie peut être donc mutagène, cancérigène, elle peut être tératogène. Donc les produits anticancéreux, leur préparation du moins, sont encadrés par la législation pour la sécurité des patients, des professionnels qui manipulent ces produits et aussi pour préserver l'environnement. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes censé injecter votre produit au patient, la préparation, elle doit s'effectuer toujours dans un endroit sécurisé, dans une chimiothérapie, dans une pharmacie qui répond aux normes qu'exige la législation. Et vous avez le document qui s'appelle les bonnes pratiques de préparation de chimiothérapie qui a été édité par l'AFSAPS, je crois en 2007. Qui explique que toute chimiothérapie doit être faite dans des pharmacies appartenant à des hôpitaux autorisés où on a des pharmacies conformes. Voilà, alors la chimiothérapie, comme vous le savez depuis l'arrivée du plan cancer 1, 2 et 3, la chimiothérapie doit être administrée aussi après que le patient soit passé dans un parcours de soins qui est de nos jours organisé et bien précisé. Donc quand un patient a un cancer, qu'il soit hémopathie ou pas, quand il a un cancer, son dossier doit être examiné en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire. La décision de RCP doit être annoncée au patient qui doit être d'accord avec le médecin sur la décision. Une fois que le traitement est accepté par le malade, il faut que ce traitement doit être notifié donc sur un document qui s'appelle le programme personnalisé de soins. Et il faut que ce programme personnalisé de soins indique les dates des différents traitements et puis des différents examens d'évaluation. Dans le cadre de notre processus, on a fait bien sûr le maximum pour rester dans ce cadre-là, et on reste dans ce cadre-là. De plus, lors de la consultation d'annonce, quand on dit au patient que sa molécule est éventuellement externalisable, si les HAD sont d'accord, on lui indique que la première cure de chimiothérapie se fait à l'hôpital et qu'après, si tout se passe bien, le premier jour de chaque cure se fait à l'hôpital aussi et les autres jours se font en HAD. Juste un mot, donc bien évidemment c'est le libre choix du patient, donc ce qui signifie que, en particulier avec nous, ça veut dire que c'est l'infirmière libérale qui va intervenir, mais tout ça c'est demandé au patient lors de son hospitalisation. Et il y a une enquête préalable pour voir si les conditions de réalisation à domicile sont réunies et surtout si le patient est d'accord. Merci Michel. Alors... Voilà, donc les étapes du circuit, elles sont habituelles, un peu comme dans une structure hospitalière en bonne et due forme, à savoir qu'il y a une prescription médicale par un hématologue, puis il y a une visite médicale de hockey chimio, on appelle ça hockey chimio, une préparation de chimiothérapie en pharmacie hospitalière, donc conforme à la réglementation. Nous, on a la chance que dans toute la région, on a tous le même logiciel qui s'appelle Chimio, qui d'ailleurs... un des plus utilisés en France. Je crois que les 2/3 des hôpitaux l'utilisent en France. Et après, vous avez la phase de colisage. Et après arrive la phase de délivrance de la préparation à l'HAD, qui assure sous sa responsabilité le transport, la réception et administration au domicile, la surveillance du patient et surtout la récupération des déchets. En fonction des différentes organisations de nos HAD, ce qui a été mis en place, c'est soit on passe par un prestataire pour le transport, bien sûr sous notre responsabilité, et surtout c'est les conditions, les délais, avec surveillance de la température, des systèmes d'alarme, ce qui fait qu'il nous est arrivé à plusieurs reprises que le voyant donc s'allume. Résultat, nous ne faisons pas l'injection. Et c'est par contre l'assurance du transporteur qui prend en charge, ce n'est quand même sur des molécules onéreuses. Hein. Donc il y a tout un circuit qui est parfaitement cadré avec la PUI. Et rappel donc du service, si éventuellement il y a eu une modification. Alors dans le très concret, si vous voulez, comme l'a dit Mohamed, donc il y a le J1 qui est fait à l'hôpital. Et ensuite, il y a un hockey chimio
un hockey chimio qui est donné la veille, et le matin, on doit redonner à la pharmacie hospitalière un hockey préparation. C'est-à-dire qu'ils ont anticipé, mais nous recontactons le patient pour savoir si dans la nuit il n'y a pas eu des événements qui feraient que on annule ou on décale son injection. Et donc à ce moment-là, le hockey préparation, parce qu'une fois que le hockey préparation est donné, c'est tout ce qui a été fait par Escadem, c'est tout ce protocole qui fait que une fois que la prescription, le hockey préparation a été effectué, si l'injection n'est pas faite, c'est à la charge de l'HAD le montant de la molécule. Voilà. C'est des petits détails. Merci Michel. C'est encore un point qui fait que c'est plus facile de travailler avec une HAD qu'avec un circuit donc de prestataire, car c'est un peu plus difficile après de faire revenir des molécules si jamais elles sont, par exemple, elles sont sorties donc de la température maximale acceptée, voilà, ou encore au niveau du temps de péremption. Donc cette diapositive, on la passe car elle indique qu'il faut pour l'impatient un accord tripartite, bien sûr, entre l'hôpital, l'HAD, le médecin généraliste dont on va parler un peu. Donc comme disait Michel, il y a une information du patient. D'abord, le projet a été présenté à notre comité régional patient qui avait validé cette possibilité d'organisation de soins. Donc ils étaient bien évidemment très contents que ça se mette en place. Après, nous avons dans le service un document pour tous les patients traités par chimiothérapie qu'on traite. Ils ont ce document-là qui est un livre d'accueil où il y a toutes les données importantes concernant les médecins, les infirmières, les psychologues et puis les différents secteurs et les conseils pour les patients. Et puis il y a un document aussi qui s'appelle donc information donc HAD qu'on donne aux patients pour les informer que leur molécule peut être utilisée, donc administrée à domicile. Et le cas échéant, ils peuvent choisir l'HAD qu'ils veulent. Quand je dis le cas échéant, ça veut dire qu'en Haute-Vienne, on a 2 HAD, une publique et une privée à but non lucratif. Et les patients choisissent entre l'une ou l'autre. Pour le département Corrèze et le département Creuse, il n'y a pas de choix, il y a une seule HAD. Et donc les patients automatiquement vont vers ces HAD-là s'ils le veulent. Alors, pour vous illustrer un peu les choses, j'ai fait un bilan de l'activité en 2015. Donc, vous voyez, en 2015, on a traité 146 patients. Je ne sais pas combien il nous reste de temps, Michel. Alors, on est dans les temps, oui, ça va. Donc, on a traité 146 patients dans les 4 HAD. Vous voyez qu'il y en a, le Santé Service Limousin, ils ont pris en charge 50 personnes et l'HAD du CHU de Limoges, on va dire, il y en avait à peu près une quarantaine. Et puis à Brive, 36, donc ça c'est la Corrèze, et l'HAD de notre 24 patients. Et c'est proportionnel à la densité de population. Donc c'est assez équilibré. Donc vous voyez que pour le sexe ratio, il y a plus d'hommes que de femmes. Il y a 1,86 hommes pour une femme. La répartition de l'âge, elle ressemble à la répartition de l'âge de la population générale limousine, à savoir que vous avez beaucoup de patients qui ont entre 70 et 80 ans. Donc la moyenne d'âge, elle est de 71 ans. Et l'âge médian était de 72 ans. Donc vous voyez que vous avez quand même 20% des patients qui ont plus de 80 ans. Voilà, ça c'est l'origine des patients au niveau donc de nos 3 départements. Vous voyez, la majorité vient de Haute-Vienne. Il y en a qui viennent de Corrèze, 22%. Et 17% de Creuse. Et on a un peu de hors région, vous voyez, 5%. C'est l'HAD Relais Santé donc, de Corrèze qui intervient sur l'Arc d'Ordogne. Alors surtout, ce qui est très intéressant, c'est ce qui ressort, c'est la distance du domicile au site prescripteur. Vous voyez un peu les distances dont on parle. Hein. Donc pour ce que ça représente pour les patients. N'imaginez pas que c'est de l'autoroute en plus. Hein. C'est très joli, mais en hiver, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc on a effectivement 41 patients qui habitent à plus de 100 km de l'hôpital. Et puis vous avez 36 qui habitent entre 10 et 50. Et puis 53 entre 50 et 100 km du CHU de Limoges. Ou de l'hôpital où ils sont suivis. Alors, les pathologies, dans le cadre de cette cohorte, on a 61% de myélome, amylose, etc., c'est-à-dire ceux qui sont traités par le Velcade. Et puis, vous avez 17% de myélodysplasie et 16% de leucémie aiguë myéloblastique qui sont traités par le Vidaza. Voilà, pour regarder dans le détail, 146 patients, il y en a 50 qui ont eu du Vidaza et 96 qui ont eu du Velcade. Suivant.
Donc ces patients ont eu 2376 séances, 2400 séances de chimiothérapie à domicile, dont 1200, 1300 Vidaza et 1100 Velcade. Alors la moyenne de cure en HAD, donc pour le Vidaza c'est 4 et pour le Velcade, alors pour le Velcade c'est 4 et pour le Vidaza c'est 4,5 avec des maximums, vous voyez, de 11, ça fait une année parce qu'en fait je vous ai fait que l'activité de une année. Suivant. La durée totale de chimiothérapie en HAD, c'est-à-dire qu'on prend le premier jour où le patient est pris en charge jusqu'au dernier jour où il est pris en charge. Et en général, elle est de 116 jours pour Velcade et 126 jours pour Vidaza. Et bien sûr, ça fait à peu près 4 mois. Mais quand on fait le calcul pour les 6 dernières années, en général, la période, je ne devrais pas dire durée moyenne de traitement, mais la période moyenne sur laquelle les patients sont pris en charge, elle est de 6 mois environ. Voilà, donc j'ai fait, j'ai fait un peu les calculs pour voir un peu comment on fait depuis 2009. Donc attention, là on a l'impression que ça descend, mais ça descend pas parce qu'en fait c'est 3 années, 2009, 2010, 2011. On a fait 3700 patients dans la région. Puis après 2012, 1300, 1700, 2200, 2300. Vous voyez, on est à 11 400 cures ou séances de chimiothérapie injectable à domicile dans le cadre des 4 HAD partenaires. Et là, l'activité augmente encore plus. Là, hein. Donc, c'est pour vous dire que c'est une expérience, ce qui signifie à chaque fois le partenariat. Et donc, on en parlera tout à l'heure. Mais, touche du bois, aucun événement indésirable. C'est surtout ça. Ouais. Sur un nombre de séances qui est significatif. Statistiquement, là, voilà. Donc, on a à peu près passé, on espère, tous les cas de figure des accidents qui peuvent se produire. Voilà. Merci Michel. Donc justement, c'est là que... pardon, excuse-moi, je voulais juste regarder. Voilà, donc c'est là que je voulais donner la parole à Michel pour qu'il vous explique un peu le point de vue de l'HAD. Parce que là, grosso modo, je parlais du point de vue de l'hospitalier que je suis. Et donc Michel va nous expliquer un peu comment il voit les choses de son côté. Alors très simplement, lorsque ce projet, donc ESCADEM, ce process a vu le jour, on a travaillé avec nos équipes ensemble. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des liens amicaux qui améliorent bien les choses. Voilà. Hein. Et il faut rendre aussi à Dominique Bordesoul, le professeur Bordesoul, aussi le fait qu'on se connaissait de très très longue date. Et Mohamed, c'est pareil. Donc avec des liens personnels et familiaux. Ça veut dire que, si vous voulez, ma mère a expérimenté ces processus en premier. Donc voilà, ça crée des liens. Donc le réseau Hématolyme a été à l'origine donc de ce dispositif. Et c'est surtout la fédération, l'originalité, c'est la fédération de l'ensemble des intervenants. C'est-à-dire que sur tout le territoire du Limousin, de l'ex-Limousin, donc sur tout ce territoire, tous les malades peuvent bénéficier de cet avantage, parce que c'est quand même un avantage. Et donc, il fallait fédérer tous les intervenants. Il faut assurer la formation, parce que c'est quand même quelque chose qui n'était pas habituel, ne serait-ce que pour les infirmières libérales, pour les médecins traitants. Pourquoi les infirmières libérales? Nous, on travaille avec les infirmières libérales pour une bonne et simple raison. Vous avez vu les distances. Vous imaginez que si nous devions, à la même heure, envoyer 5 infirmières salariées à 50 km, on n'est pas dans... Alors, il y a un modèle économique, on n'est pas dans la rentabilité. Donc, on travaille en partenariat avec les infirmières libérales et on a pris l'option de faire le transport par un prestataire qui nous garantit les conditions de ce transport, qui dispose en plus en interne de pharmaciens et de médecins. Donc, on a une sécurité sur ce transport et l'infirmière libérale donc réceptionne, le malade est prévenu et donc il a son injection à son domicile à une heure donnée. Parce qu'on a un délai quand même s'il y a des marges, on a quand même un délai de transport qui est quand même relativement limité après la reconstitution. Hein. Voilà. Et puis alors, comme ce qui est très particulier à Hématolyme aussi, c'est cette formation qui est faite auprès des patients, auprès des praticiens, parce que régulièrement, tous les mois, il y a des soirées de formation auxquelles sont invités tous les professionnels de santé, et je crois que c'est très très important. Et aussi un numéro vert qui fait que, bon, indépendamment du numéro de Mohamed que l'on a en permanence, mais je veux dire que le moindre problème, chacun des professionnels sait qu'il aura quelqu'un au bout du fil dans les 10 secondes. Ça, c'est capital. Donc c'est aussi ce qui fait partie de la réussite de ce système. Voilà. Alors,
ESCADEM, c'était le dispositif expert, c'est-à-dire que les protocoles qui ont été élaborés par ESCADEM l'ont été faits dans un cadre de partenariat avec tous les intervenants. Et nous avons même eu une publication sur les risques. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, les risques, on pense souvent aux risques techniques. Et je vais vous dire, les risques que l'on a identifiés, c'est une salariée de chez moi qui a fait sa thèse à l'école centrale, sur la gestion des risques. Les risques essentiels sont des risques dans la communication. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire la transmission entre le hockey chimio, le fait qu'il y ait un événement indésirable, comment est-ce qu'on arrête, l'injection. On s'aperçoit que c'est la communication dans ce type de réseau. Le technique, je dis, est très important, mais le technique, il peut être protocolisé. Il y a des systèmes très simples. Mais la communication, ça, pour nous, c'est quand même très, très important. Et à l'avenir, c'est là-dessus que l'on voudrait s'orienter. C'est des systèmes de partage complet. Par exemple, vous voyez, l'accès au logiciel chimio directement. On en est encore, malheureusement, à repasser par des processus dégradés de transmission de l'info. Voilà. Alors, ce dispositif expert, donc c'est ce que Mohamed vous a présenté avec, alors on vous a pas refait ça, mais tu n'as pas refait l'ensemble du schéma de prise en charge, qui est quand même très très complexe, hein, voilà. Voilà, c'est un peu court. Et les établissements, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important, doivent être des établissements associés. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges très très précis, comme certains hôpitaux locaux, enfin ex-hôpitaux locaux, qui font des chimiothérapies. Ils ne peuvent le faire que s'ils sont établissements associés. Alors donc, ce sont des établissements aussi qui n'ont pas forcément de PUI. Hein. Alors, le rôle d'ESCADEM, ça a été donc ces procédures et ces protocoles. Les modalités de choix de l'HAD, vous voyez par exemple, on est une des rares régions où tous les HAD étant impliqués, nous sommes, il faut le dire, en concurrence avec l'HAD public, et pourtant nous travaillons ensemble de façon très très régulière. Voilà comment ça se passe en Limousin. C'est un peu un village gaulois, hein, pour ça. Voilà. Les procédures, la reconstitution par la pharmacie centrale de l'établissement autorisé. Donc ça c'est très important parce que la pharmacienne de la pharmacie centrale responsable, je peux vous dire qu'elle est extrêmement rigide sur les protocoles, le respect, les délais de prévenance. Un quart d'heure, tant pis, hein. Vous payez la molécule. Vous avez le hockey préparation a été donné, au revoir. Voilà, donc ces petits détails, mais c'est très important. Le transport sécurisé, donc ça, alors il y a deux cas de figure. Soit c'est l'infirmière de l'HAD public qui vient le chercher, soit nous, c'est un transporteur agréé, donc notre prestataire qui fait ce transport. On a mis en place, alors ça a été difficile parce qu'il y avait des tas de containers différents, des sondes de surveillance de la température, donc on a testé un tas de process pour avoir une fiabilité quasi totale là maintenant. Alors ensuite, l'administration, alors soit l'infirmière salariée, soit l'infirmière libérale atteste de l'administration. Il y a un retour à la pharmacie centrale. La pharmacie centrale a besoin de savoir ce qui a été effectivement administré. Et puis en plus, on a mis en place donc un système, nous, de collecte des déchets complètement autonome de notre collecte des dasseries classiques. Voilà. Et avec une formation aussi et un équipement du transporteur de déchets en cas d'accident. Ça va très loin, hein, voyez. Alors, on s'est penché avec Momo sur un sujet, on ne l'abordera pas, mais on vous en parle un peu, c'est la collecte des excréments. Et donc, ça pour nous, ça pose problème parce que, mais on s'est aperçu que si on initiait cette réflexion, on allait déranger beaucoup. Voilà. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir se poser la question. Voilà. Ensuite, donc, voilà. Merci Michel, du point de vue de l'HAD. Et donc, on a fait une étude médico-économique puisqu'il fallait montrer si le fait d'externaliser coûtait moins cher que le traitement en hôpital de jour. C'est un traitement classique, traditionnel. Et donc, comme je disais, grâce à Ludovic Lamarsal, on a fait une étude intéressante qui est en cours de soumission. Nous sommes en deuxième révision auprès d'un journal international pour publier ces résultats. La suivante, Michel. Donc, je ne tarderai pas dessus parce qu'il y a beaucoup de détails techniques, mais en fait, ce qu'avait fait donc Ludovic Lamarsal, il a calculé le coût de toutes les chimiothérapies à domicile qu'on a faites sur du Velcade entre
2009 et 2011, c'est-à-dire 3 ans. Et il a calculé ça en conditions réelles, c'est-à-dire combien coûte l'hôpital de jour, combien coûte l'HAD et combien coûte le transport, combien coûte la molécule. Et après, il a rapporté ça à une série, il me corrigera si je fais à une série, on va dire simulée, où les patients ne sont pas allés en HAD, c'est-à-dire ils sont restés tous en hôpital de jour. Ils ont eu traitement exclusivement en hôpital de jour, et cette étude a montré qu'il y avait donc un bénéfice dans la cohorte réelle, celle de la vraie vie, où on a traité les gens en hôpital de jour et en HAD, et cette cohorte-là nous a coûté moins cher pour la société d'environ 17%. Et c'est ces résultats-là qu'on est en train de publier. La soumission est en cours. Donc, la suivante. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a fait également, après l'étude médico-économique, on a regardé les patients, et les patients ont répondu à un questionnaire suivant. 73% des patients à qui on a envoyé les questionnaires ont répondu, ce qui est un très bon taux. Et vous voyez, la moyenne d'âge est à peu près 69 ans. Suivante. Je vais aller plus vite parce que l'évaluation de la prise en charge, on a eu 98% de patients qui ont trouvé que la prise en charge était adaptée ou très adaptée. Ceci en HAD, et 100% recommanderaient les 4 HAD à un proche. Suivant. Et donc, vous voyez 100% de satisfaits ou très satisfaits de la prise en charge globale en HAD. Suivant. Donc, vous voyez, ça, c'est les avantages de l'HAD. Pas de trajet, pas d'attente, environnement habituel, poursuite des activités quotidiennes, implication du médecin traitant et proximité des soignants. Il y a quand même des inconvénients. Vous allez voir, responsabilité familiale, c'est-à-dire que certaines personnes trouvent qu'ils sont un fardeau pour leur famille. Moins de contact avec l'équipe. Il y en a à qui le personnel, infirmières, soignants, tout ça leur a manqué. Moins de contact patient. Il y en a qui avaient fait connaissance avec d'autres patients et donc ils aimaient bien retrouver leurs potes. Et puis procédure complexe pour certains, donc il y en a un. Et puis risque d'isolement, il y en a 2 qui ont trouvé qu'il y avait un risque d'isolement avec ce type de prise en charge. Suivant. Suivant. Voilà, donc la question majeure, c'est qu'on s'est rendu compte que le médecin traitant n'était pas suffisamment impliqué d'après les patients. C'est-à-dire qu'il n'y a que 36% des patients qui ont trouvé que leur médecin généraliste était impliqué. Et donc là, ça va faire l'objet d'une autre enquête auprès des professionnels, que ce soit généralistes. Juste une remarque, la modestie de Mohamed dut-elle en souffrir. Il faut reconnaître aussi que le service d'hématologie, je vous l'ai dit tout à l'heure, est extrêmement joignable, ce qui fait que le médecin traitant, et au niveau de l'information aux patients, ce qui fait que les médecins traitants sont moins impliqués. On le voit bien, ils disent, et on le voit au niveau des courriers également, ce qui fait que, si vous voulez, le médecin traitant n'est Très concrètement, le médecin traitant est appelé lorsque le matin, on a eu un épisode pendant la nuit, le patient qui la veille était correct, qui doit avoir son injection. Donc avant nous de faire le hockey préparation, on passe un coup de téléphone au médecin traitant en lui disant écoute, il faut absolument que tu revoies ton patient pour savoir s'il doit avoir sa cure aujourd'hui. Sinon, le reste du temps, je veux dire que faut être honnête, il n'y a pas de véritable raison de recontacter le médecin traitant, si ce n'est pour d'autres traitements habituels. Mais c'est vrai que c'est toute la discussion que l'on a. Autant les infirmières, par contre, sont particulièrement impliquées. Voilà, merci. Donc le médecin généraliste insuffisamment impliqué, d'après les malades, et donc on a prévu de faire une enquête auprès des médecins, et puis auprès aussi des professionnels de l'hôpital de jour, et les professionnels des HAD, parce qu'on n'avait pas travaillé là-dessus. Et donc, vous voyez, la note globale a été de 8,7 sur 10 durant cette période d'études. Suivant. Voilà. Donc, comme je disais, le processus que je viens de vous décrire, ces bénéfices attendus sont plus ou moins, on va dire, atteints. On a peut-être réussi à le prouver avec amélioration du confort des malades d'après les malades. Et puis, une réduction du charge hospitalière, ça, c'est ce qu'on va faire avec ce qu'on est en train de mettre en place comme enquête. Et puis, une diminution des frais de transport, ça, on l'a prouvé avec l'étude médico-économique avec Ludovic Lamarsal. Bien sûr, on a mis en place un peu, on a travaillé sur comment ce dispositif pouvait réussir. Et à mon avis, le point le plus important pour réussir ce type de dispositif, c'est surtout la disponibilité
d'une HAD. Il faut travailler avec les HAD parce que sinon on ne peut pas. Sinon, il y a aussi les pharmaciens qui ont un rôle majeur dans ce type de process. Suivante, juste Juste un mot. C'est aussi un réseau relationnel. Il faut être très clair. On sent bien que si le service, les praticiens du service n'ont pas envie d'externaliser, et c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux chimiothérapies des tumeurs solides, on le voit bien, c'est pas encore passé dans leur esprit. Ça tient aussi au fait que vous avez un énorme turnover de vos patients, et donc des patients, il faut être honnête, les patients d'hématologie sont en général des patients, il faut le dire, avec un environnement social, je ne sais pas si c'est le hasard, mais c'est une pathologie où nous, on le voit, on a très rarement des situations sociales difficiles. C'est des malades cortiqués, c'est des malades gentils, c'est des malades qui écoutent, c'est des malades qui savent... Enfin, vraiment, c'est le malade idéal. Il faut le dire, honnêtement, on le voit. Hein. Il n'y a pas de sélection. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le malade que l'on peut avoir dans d'autres situations. Et très souvent, je vous dis, le contexte social, on n'a jamais rencontré de difficultés. Ce qui peut nous arriver, pour d'autres types de prise en charge en HAD, d'avoir des limites à la prise en charge du fait de l'environnement social. C'est exceptionnel, ça ne nous est jamais arrivé pour la chimio. Je crois qu'il reste que quelques minutes. Je vais écourter un peu pour laisser un peu les personnes qui ont des questions. Je voulais juste parler donc de 2-3 points de notre collaboration, bien sûr, avec la FNEAD. Ce qu'on a écrit pour les malades sur leur bulletin AF3M. Et puis l'article dont je vous ai parlé. On est en train d'essayer de publier quelque chose sur la revue Hématologie. Ça doit partir là. Et puis un appel à projet pour le confort des malades avec la société, l'association française des myélomes du multiple, des malades du myélome multiple, dont on a reçu donc un prix de soutien pour ce projet-là. Et puis on a travaillé donc avec la FNEAD qui ont récemment publié un papier sur les hospitalisations à domicile qui sont un projet bien sûr de santé pour la société qui aura un jour, je pense, le vent en poupe. Et puis bien sûr la réunion d'aujourd'hui. Et enfin les perspectives, c'est surtout c'est surtout les nouvelles molécules qui arrivent, dont le carfilzomib, le martérin sous-cutané, le daratumumab, la bendamustine aussi. Et puis on voudrait créer un groupe de travail avec les services sociaux, comme disait Michel. Et puis enfin, la satisfaction, on va être l'enquête de satisfaction avec les médecins généralistes, je vous en ai parlé, et les autres professionnels dans le cadre de ce processus. Et bien sûr, on voudrait travailler, et ça c'est important, sur la valorisation du temps de travail des médecins de l'hôpital de jour. Quand ils externalisent, ils sont contents, les patients, tout le monde est content, mais ils travaillent beaucoup plus parce qu'ils ont le téléphone, parce qu'on les appelle, et on voudrait travailler là-dessus pour trouver éventuellement une solution pour valoriser ce travail que finalement on ne voit pas, mais qui est très très important. Et sans ce travail, on ne pourrait pas monter ce genre de processus pour améliorer la prise en charge des patients. Voilà, je vous remercie.